Autre exemple plus frappant, celui de Singapour, ce petit État voisin de la Malaisie. Singapour est tellement petite qu'on la surnomme cité-État. En effet, Singapour n'a que 700 km², donc 200 km² gagnés sur la mer. Elle est donc beaucoup plus petite que la forêt du Banco. En outre, Singapour est dépourvu de matières premières. Même l'eau est importée. Mais grâce à ses retenues d'eau, lacs artificiels, Singapour est maintenant quasiment autonome en eau. Sa politique, en effet, c'est aucune goutte de pluie ne doit repartir vers la mer. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce petit reportage, c'est comment l'ancien Premier ministre, M. Lee Kuan Yew, a réussi à transformer l'île de Singapour en un des centres économiques les plus importants d'Asie du Sud-Est. Et comment il a fait passer le revenu par habitant de $400 par an à environ $40 000, soit une augmentation de plus 10 000%. Alors qu'en Afrique, pendant cette même période, le revenu par habitant a baissé d'un tiers. Pire, en Côte d'Ivoire, le nombre de pauvres est passé de 10% à 50% de la population, et cela en 10 ans, soit un accroissement de pauvres de plus de 500% en 10 ans. Le port de Singapour se dote d'infrastructures modernes, qui en fait aujourd'hui le premier port de conteneurs et le deuxième en tonnage au monde. Par ailleurs, la croissance galopante du pays attire de nombreux investisseurs étrangers, stimulant la compétition et les innovations. Aujourd'hui, le développement économique de Singapour surpasse celui des pays industrialisés et, en l'espace de quelques décennies, la cité-État est devenue le 4e pays au PNB, c'est-à-dire produit national brut, le plus élevé au monde. Grâce à sa situation géographique, qui la place au cœur des échanges asiatiques, Singapour s'impose dès lors comme un lieu de transit irremplaçable sur le plan financier et bancaire, mais aussi en matière de navigation et de commerce. Pour parvenir à une telle croissance, M. Lee Kuan Yew a instauré une démocratie que l'on peut qualifier de paternaliste. Selon lui, l'homme a besoin d'un modèle moral, et il ne manque pas d'affirmer que quand on dirige un pays, il faut donner l'exemple. Sinon, selon lui, les gens ne vous respectent pas. Un ministre dont le comportement est discutable ne peut pas montrer l'exemple au peuple. Les gens ne lui obéiront pas. L'autorité apparaît comme une valeur essentielle pour gouverner. Lee Kuan Yew s'inspire des principes confucéens qui ont façonné la culture asiatique et définit un modèle social en fonction de l'attachement familial, de la loyauté, du dur labeur ou du respect de l'ordre. Ainsi, son gouvernement est extrêmement honnête, efficace et dévoué au bien-être du peuple. La moindre incartade envoie un ministre ou autre fonctionnaire en prison. Le vol de biens publics ou le trafic de drogue est passible de la peine de mort par pendaison. Pour preuve, un ministre a été mis en prison pour avoir seulement fait repeindre sa maison aux frais de son ministère. La politique de Singapour vise à assurer au peuple le plein emploi, le bien-être et la prospérité. Non seulement son revenu par tête, qui est de $40 000 américains, est plus élevé que celui des Européens, mais chaque Singapourien est propriétaire de son logement, donné par le gouvernement et évalué à plusieurs centaines de millions de CFA. En effet,
Le logement est très cher à Singapour, car les terrains sont très chers, car très rares. En outre, comme le coût de la vie est moins élevé qu'en Europe, les Singapouriens ont donc un niveau de vie très élevé. Sa priorité, donnée à l'éducation, essentiellement technique. Même les écoles primaires disposent des salles d'ordinateurs pour leurs petits élèves de 6 ans qui y excellent d'ailleurs. Et leurs universités sont si réputées qu'elles y attirent les Américains et les Européens. Sa priorité est également donnée à la santé et à la sécurité, selon le principe « un esprit sain dans un corps sain », et cela pour avoir un développement harmonieux et durable. Et pour mener à bien cette politique économique et sociale, l'État de Singapour dispose de 2 fonds souverains nommés Government of Singapore Investment Corporation, GIC, et Temasek Holdings, qui disposent d'un budget de près de 500 milliards de dollars, soit 200 fois le budget national de la Côte d'Ivoire, soit l'équivalent de 200 années d'impôts et taxes prélevés en Côte d'Ivoire. GIC et Temasek ayant à leur tête non pas des hauts fonctionnaires, mais des managers très performants qui sont chargés, avec les excédents dégagés par la croissance de Singapour, de prendre des participations dans les entreprises jugées stratégiques et de dégager des profits évalués entre 7 à 10% par an, même en cette période de crise. Ainsi, au lieu de brader les sociétés d'État, comme a fait la Côte d'Ivoire, Singapour les favorise en les transformant en entreprises très performantes qui vont à la conquête du monde. Pour ces raisons, Singapour est classé au premier rang par la Banque mondiale dans son dernier rapport Doing Business 2010, alors que la Côte d'Ivoire est classée au 169e rang et perdant même 6 places par rapport à 2008. Et tant que la Côte d'Ivoire refuse l'industrialisation, elle ne sortira pas ni de ce mauvais classement, ni de la misère. Il n'y a pas de miracle en économie. Or, si l'économie s'écroule, le social se dégrade, et le pays risque de s'enfoncer dans le cercle vicieux qui est la misère, les troubles sociaux, les répressions, la guerre civile, puis de nouveau la misère, etc. Devant cette situation qui se dessine devant nos yeux, il est plus que temps de réaliser la nouvelle vision avant qu'il ne soit trop tard.